Vous avez gagné, on est confiné et vous avez un thread en plein confinement. Vous m'avez bien harcelé pour celui-là. Bon alors, il n'y a pas les lumières rouges, il n'y a pas l'ambiance un peu creepy quand je suis seul au studio, mais il y a les histoires qui font peur. Alors, les histoires n'auront aucun rapport avec le confinement, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de confinement dans le passé. Par contre, on aura peut-être le droit, dans 1, 2 ou 3 mois, à des trucs horreurs qui se sont passés pendant le confinement. J'ai pas hâte, ça veut dire que des gens ont vécu des trucs traumatisants. Je n'ai pas hâte, ne nous réjouissons pas. C'est parti pour 3 nouvelles histoires flippantes, il n'y a pas de blablabla, on commence tout de suite avec celle de Mélanie. Il y a 2 ans, Mélanie, elle fait du house sitting pour un couple plus âgé, c'est-à-dire qu'elle garde leur maison quand ils partent en vacances ou quand ils ont un déplacement professionnel. Cette fois-ci, c'est un scénario de rêve, c'est-à-dire que le couple veut partir en vacances à Hawaï 2 semaines, mais ne veut pas emmener leur chat avec eux. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour garder leur maison et surtout leur chat et les nourrir. Et Mélanie ayant pas mal discuté avec eux et ayant partagé avec eux son souhait d'aller vivre en Californie, et bah bingo, Mélanie peut garder les chats du couple gratuitement et le couple peut partir en vacances, sachant que leur chat sera bien traité par une connaissance à eux. Elle les rejoint donc dans leur maison en Californie quelques jours avant qu'ils partent à Hawaï. Ils vont lui faire visiter un peu la ville, lui présenter la maison, lui expliquer comment nourrir les chats et comment bien s'occuper d'eux. Et ils insistent sur le fait qu'il y a l'un des 2 chats qui est extrêmement timide, qui est presque farouche et que du coup ils lui conseillent de pas trop l'approcher, de pas trop forcer le contact parce que il est pas très amical. Le jour J, Mélanie les conduit donc à l'aéroport et le couple est cool puisqu'il lui laisse même les clés de leurs 2 voitures. Sympa! C'est donc le début des 2 semaines de garde entre guillemets pour Mélanie et donc elle est dans une maison très grande avec 2 voitures à sa dispo. Elle doit juste nourrir des chats, bref, le rêve, elle en profite pour visiter. Elle part se balader à San Francisco, à Sonoma, à Monterey, bref, elle aussi elle est en vacances finalement gratuites. Mais je vous rappelle que c'est une vidéo thread d'horreur. Pour le moment, tout est cool, ça fait du bien, n'est-ce pas? Attendez. Un jour, vers la moitié de la seconde semaine, donc on est aux 3/4 du voyage, Mélanie rentre à la maison comme d'habitude, sauf qu'elle a un très mauvais feeling. Elle se sent vraiment pas bien, comme si son corps lui disait non, reste pas là, t'es en danger. Vous connaissez ce feeling, il est relou, il est horrible. Sauf que là, il y a aucune raison de ressentir ça. Une fois dans la maison, elle se force à ignorer le fait qu'elle se sent vraiment sous tension et pour se changer les idées, elle commence à se préparer à manger. Il y a rien d'étrange, elle commence à se sentir un peu mieux, elle décide donc d'aller se coucher pour se remettre les idées en place, il y a rien de mieux. Et petite surprise en arrivant dans sa chambre, le chat timide se trouve cette fois sous le lit de la chambre d'amis, de la chambre dans laquelle Mélanie dort. Elle explique que c'est la première fois qu'elle le voit en 10 jours ce chat-là parce qu'habituellement il passe l'entièreté de son temps dans la chambre du couple. Le lendemain matin, elle se sent toujours bizarre, mais voilà, elle suit les plans qu'elle avait prévus pour la journée, elle va pas gâcher ses derniers jours de vacances, elle profite. Elle décide donc de prendre la voiture et d'aller à un petit festival de musique, avant ensuite d'aller faire du shopping, bref une journée qu'elle décrit comme géniale. Du moins avant qu'elle rentre à la maison. Ce soir-là, Mélanie finit par aller se coucher après avoir regardé un film. En se rendant dans sa chambre, le chat timide est de nouveau sous son lit. Elle voit clairement qu'il est pas content de la voir, mais qu'il a pas envie de quitter la chambre. Le lendemain matin, Mélanie elle se sent encore plus mal que la veille, elle a des nausées, elle a des courbatures, bref elle a aucune envie de sortir, sauf que la journée passe et que plus elle passe, plus Mélanie a ce sentiment de malaise qu'elle a déjà eu plusieurs fois, mais là en plus de ça, elle a l'impression d'être observée. Voilà, là elle tombe dans le truc vraiment pas cool, où t'as l'impression que quelqu'un te regarde et c'est horrible. Au milieu de l'après-midi, son état se détériore, elle est encore plus mal, elle se sent encore plus observée, elle décide d'aller prendre l'air et de se dégourdir un peu pour penser à autre chose et sortir de cette spirale. Et n'ayant plus trop de provisions, elle décide d'aller faire des petites courses, voilà, et d'acheter des trucs un peu soft pour pas qu'elle ait des nausées parce qu'elle comprend pas ce qui se passe mais elle est pas bien. Elle se dit que c'est peut-être un début de gastro, un début d'angine, bref un début d'une maladie à la con et elle veut du coup vraiment prendre des trucs sains pour son corps. Après avoir payé à la caisse, la caissière lui dit gentiment bonne journée madame et là Mélanie elle fond en larmes. Elle explique qu'en fait quand la caissière lui a dit bonne journée, elle a eu la sensation que c'était la dernière personne de sa vie qui lui souhaiterait une bonne journée. Elle retourne donc à sa voiture, met ses courses dans le coffre et là il y a vraiment ce mauvais feeling qu'elle a et qui lui dit ne retourne pas dans cette putain de maison. Sauf qu'elle doit s'occuper des chats, elle doit les nourrir et elle veut surtout pas trahir la confiance que le couple a placée en elle en lui confiant leur maison pendant 2 semaines. Elle dit donc qu'elle va juste retourner à la maison pour nourrir les chats et qu'après ça elle ira cette fois dormir dans un hôtel. Arrivée devant la maison, impossible de rentrer. Elle arrive pas. Elle a plus que jamais cette sensation de malaise, cet instinct qui lui dit fais gaffe t'es en danger et du coup elle a une idée et elle se dit que cette fois elle va rentrer dans la maison et qu'elle va hurler qu'elle vient d'appeler la police qui sont en route et que la personne qui se trouve ici ferait mieux de dégager avant de se faire arrêter. Why not si ça peut te rassurer, au pire tu t'es juste affiché devant tes chats, tu t'en fous. Et ben devinez quoi, à la seconde où Mélanie a fini sa phrase, la lumière de la chambre du couple s'allume et Mélanie entend des pas. Elle a enfin des preuves qui confirment cette sensation qu'elle a depuis des semaines et du coup elle sort en courant de la maison et elle se précipite sur son téléphone pour bien entendu appeler la police. Ce qu'elle n'avait pas fait, je vous rappelle que c'était du bluff. Même elle y croyait pas. Elle attend alors dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers et en arrivant, bah y a personne. Vous savez très bien comment ça se passe. Les policiers rentrent dans la maison, inspectent toutes les pièces et y a personne. Mais la porte-fenêtre de la chambre du couple
est ouverte. D'ailleurs, ironie, Mélanie en plein moment de stress est quand même contente parce que les portes sont ouvertes mais les chats sont dans la maison et n'en ont pas profité pour se barrer. Elle veut vraiment pas trahir la confiance de Scoop, c'est beau. On veut tous une Mélanie pour garder notre chez soi. Dans la chambre du couple, les policiers retrouvent du coup des sachets de nourriture dans un coin qui montrent qu'il y a bel et bien quelqu'un qui avait été là, mais cette personne n'a apparemment rien volé. Elle a donc confirmation qu'il y avait un mec qui était là depuis au moins 2 jours et qui a fait très peur au chat timide de par sa présence. Le chat a donc choisi Mélanie et c'est pour ça qu'il dormait sous le lit de Mélanie depuis 48 heures. Les policiers n'ayant aucune preuve d'entrée par effraction, il n'y a rien qui a été forcé, rien qui est cassé, ils expliquent à Mélanie qu'ils peuvent rien faire et qu'ils vont juste patrouiller de temps en temps autour de la maison, voir s'ils voient quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là quoi. Mais je vous rappelle que Mélanie doit encore garder la maison et les chats pendant 3 jours et c'est ce qu'elle va faire et elle explique qu'elle était angoissée à mort, même si c'est rien passé, la personne n'est pas revenue, elle était dans un stress total et que depuis ce jour-là, ça l'a un peu traumatisée sur ça. Et maintenant quand elle part en vacances dans une maison ou dans une chambre d'hôtel ou quoi, elle a un toc et avant de se coucher, elle vérifie l'intégralité de l'appartement, de la maison ou de la chambre d'hôtel pour être sûre qu'il y a bien personne et qu'elle est seule. Malgré tout, elle est vraiment contente que son instinct ait pris le dessus ce jour-là et qu'elle ait fait le choix de rentrer en hurlant et en menaçant la potentielle personne qui se trouvait là. Parce que si elle avait pas fait ça, bah, on sait pas ce qui se serait passé. Voilà! Ah! Elle est horrible celle-là. Je la déteste cette histoire, c'est bon. Je vais maintenant vous raconter l'expérience un peu horrible de Lucie, qui est beaucoup plus courte que celle de Mélanie, mais qui moi m'a glacé le sang. C'est un peu ma hantise en fait. Bref, l'histoire a lieu quelques années avant que Lucie nous la raconte. À cette période-là, elle est encore à l'université et elle a un petit taf à côté. Elle bosse dans une animalerie spécialisée dans les poissons d'eau salée et les reptiles. Alors, on est d'accord, les animaleries, c'est vraiment pas ouf pour le bien-être animal, mais là n'est pas le débat. Elle explique donc que c'était pas du tout étrange que régulièrement des gens rentrent dans le magasin, des amateurs en reptiles ou en poissons, et posent des tas de questions au staff avant de faire le pas et peut-être de se prendre un compagnon. Lucie, ça fait à peu près 1 an qu'elle bosse là-dedans. Elle est donc bien calée en reptiles et en poissons. Et là, il y a une personne qui commence à se rendre régulièrement à la boutique et à poser à Lucie des questions sur les dragons barbus. Je trouve ça adorable. Comme elle a dit, c'était fréquent que des gens viennent et posent des questions et repassent pour poser d'autres questions, donc au début rien d'alarmant. Elle répond à ces questions pendant 1h30 et il y a aucun problème. Sauf qu'après 2 fois 1h30 de réponse à des questions, le mec continue de venir et il continue de demander des infos sur les dragons barbus. À ce stade, normalement, un humain normal, il ne fait plus chier la vendeuse et il va acheter une encyclopédie sur les dragons barbus directement. Lui, il continue de venir et il continue de parler spécifiquement à Lucie. À force de venir, ce gars-là connaît du coup l'emploi du temps de Lucie. Il sait à quelles heures elle est à la boutique et à quelles heures elle n'y est pas. Et il va donc continuer de venir la voir tous les jours pendant pas mal de jours, sauf que des fois Lucie à la boutique elle est seule. Et oui, une boutique, il y a des horaires et des jours où il y a peu de clients et du coup le responsable décide de mettre qu'un seul vendeur en boutique parce qu'il n'y a pas besoin de plus pour faire des économies. Sauf que quand la vendeuse c'est Lucie et qu'elle se retrouve seule face à ce mec, elle est pas très sereine. Et parallèlement, ce gars-là, entre 2-3 questions sur l'accouplement des dragons barbus, il cale des petites phrases un peu dérangeantes à Lucie, genre sinon t'es en couple? Le méga lourd quoi, clairement. Et Lucie se défend en lui disant non, vraiment je suis pas intéressée et en plus j'ai un petit ami. Ce qui est faux, elle a pas du tout de petit ami à l'époque. Et un jour ce gars arrive au magasin, sauf que Lucie elle est dans la salle de repas des employés et il se met à la chercher. On a donc définitivement la preuve qu'il vient là juste pour lui parler à elle et il s'en fout complètement des dragons barbus ou des poissons. La manageuse de Lucie comprend que le gars est définitivement chelou et elle sort de la boutique en lui disant stop, arrête de venir, tu deviens creepy. Malgré tout, le gars va continuer de venir tous les jours et il va continuer de demander à voir Lucie à chaque fois qu'il vient, qui n'est jamais en boutique quand le gars arrive puisque sa manageuse se met à la défendre et du coup elle lui dit d'aller dans la salle de repas dès qu'elle aperçoit le gars dans la rue. Bref, tout ça dure longtemps, Lucie elle en a marre et du coup elle démissionne. Elle quitte le taf, elle se dit vas-y ras le cul, stop. Et à peu près 1 mois plus tard, Lucie est avec son père devant la télé, elle regarde les news et quelle surprise! Elle reconnaît à la télé le gars chelou et il est tout simplement en train de se faire escorter par la police hors d'une maison qui apparemment est celle de son ex-copine. Et les news expliquent qu'en fait l'ex de ce gars ne s'étant pas présenté au travail depuis un moment, ils ont donc appelé la police pour leur demander d'aller jeter un coup d'œil à son domicile, voir si elle va bien, et ils retrouvent la propriétaire de la maison, l'ex-copine du mec chelou, dans sa baignoire, dans une bâche. Et en fait, ce gars-là était cannibale et avait cuisiné des parties du cœur, du foie et du cerveau de son ex-copine. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux pas dire un c'est bon pour vous plus fort que celui-là. Et en fait, ça c'est une vraie histoire, il y a eu pas mal d'articles qui en parlent, il y a eu pas mal d'interviews de journalistes et tout au sujet de ce gars-là, et en fait il a toujours plaidé la possession démoniaque comme défense, et du coup Lucie ça lui fout vachement les boules et elle a peur parce que ce gars-là est venu plein de fois à la boutique et elle a constaté qu'il était méga bizarre, et qu'apparemment il est pas seulement bizarre, apparemment il mange des humains, c'est bon? Elle a donc fréquenté, malgré elle, un putain de cannibale meurtrier pendant des semaines quoi, sur son lieu de travail. C'est horrible. Tout cela nous amène à la dernière histoire, l'histoire
l'histoire de Stéphane qui n'a rien à voir, il y a pas de cannibale, il y a des gens chelous mais il y a pas de cannibale. Stéphane explique qu'il a grandi dans l'Ohio dans les années 70 et qu'avec un ami à lui qui s'appelle Joe, il passait énormément de temps dehors. Son pote Joe vivait dans une ferme à l'époque au bord d'une route et les parents de Stéphane souvent le déposaient chez Joe et du coup il passait une bonne partie de la journée dans les bois à kiffer, ambiance un peu scout. Bref, le temps passe, ils arrivent aux années lycée, les fameuses, et ils se mettent à mettre en place un truc qu'ils appellent le Stand By Me. Un truc basé donc sur le film du même nom qui est sorti à l'époque. L'idée c'est donc de parcourir à pied les voies ferrées du pays, sauf que au lieu d'espérer tomber sur un cadavre comme c'est le cas dans le film je crois, ils espèrent juste trouver des spots cool pour pêcher ou camper. Évidemment ils ont conscience que ça peut être dangereux mais ils se disent vas-y on a qu'une vie, on est jeunes, c'est des ados et du coup ils vont quand même au bout de l'idée. Ils sont donc allés au bout des choses, ils l'ont fait pas mal de fois et tout s'est très bien passé, ils ont passé de bons moments, ils sont tombés sur des rivières, ils découvraient des ponts sur lesquels personne n'était jamais allé, ils pêchaient, ils se cachaient dans les trains, bref, ils précisent que vraiment ils ont eu aucune mauvaise expérience, tout s'est toujours bien passé, c'était idyllique. Bref, c'était la grande époque de l'amitié entre Stéphane et Joe, malheureusement à la fin du lycée, leurs chemins se sont séparés comme ça arrive très souvent parce qu'ils ont fait des études différentes, mais ils restent tout de même en contact et ils essaient de se voir dès que c'est possible. Et un jour c'est le cas, un été au milieu des années 90, ils se sont retrouvés tous les deux dans leur ville natale pendant une semaine. Ils passent donc leur journée chacun avec leur famille, mais le soir ils se retrouvent les deux pour parler de l'époque, des bonnes expériences du lycée. Bref, un soir, ils reparlent du coup des moments où ils faisaient des Stand By Me. Très nostalgique vis-à-vis de cette époque, et en plus ayant quelques bières dans le nez, comme il le dit Stéphane, ils se disent mais viens on le refait, c'était trop bien. Ils se fixent donc une date, un soir, pour faire ça. Le jour J, ils demandent à leur femme de les déposer à l'endroit où ils avaient l'habitude à l'époque de commencer leur Stand By Me, histoire d'avoir une bonne grosse dose de nostalgie, ils vont carrément au même endroit. Il explique évidemment que leurs femmes leur disent les gars, vous avez plus 15 ans là, il faut grandir. Mais Joe et Stéphane n'en démordent pas, ils veulent revivre ce truc qu'ils faisaient à l'époque, et en vrai ils ont tellement raison. Bref, leur femme les dépose, ils se retrouvent tous les deux au point de départ habituel, et là Joe a une idée, il propose qu'au lieu de prendre la direction qu'ils prenaient à l'époque, ils prennent cette fois la direction opposée, pour découvrir des nouveaux lieux, une nouvelle ambiance peut-être. Qu'est-ce qu'on peut être con quand on est entre nous les gars. Bref, la journée se passe bien, ils marchent, c'est amusant, c'est un peu triste aussi parce qu'ils sont pris de nostalgie, et comment dire, ce truc là témoigne du temps qui est passé, tu vois, et ils se disent putain, la vie n'est pas infinie. Sortez les violons. Et un peu avant que la nuit tombe, ils trouvent un endroit cool pour camper. C'est une zone boisée épaisse, avec des arbres de part et d'autre de la voie ferrée, donc quand t'es sur la voie ferrée, t'as un peu l'impression d'être dans un tunnel. Bref, ils commencent à monter le camp, ils ont des hamacs du coup pour dormir dans de bonnes conditions, mais ils décident quand même de checker un peu le périmètre avant de poser leur hamac, etc. pour être sûr qu'ils sont pas à côté d'une habitation ou d'une zone privée et qu'ils sont donc pas à deux doigts de camper sur le terrain de quelqu'un. Et ils tombent sur une petite colline, donc ils voient pas ce qu'il y a derrière, et ils décident du coup d'aller en haut de cette petite colline pour être sûr qu'il n'y a pas juste là la maison de quelqu'un et qu'ils sont en train de déranger ce mec. Et arrivé en haut de la colline, ils voient au loin un bâtiment vieux et abandonné. Ils voient personne, c'est calme, il y a aucun bruit, il y a aucune lumière. Mais étant bien éduqués, ils décident quand même de descendre du coup de l'autre côté de la colline pour se rapprocher du bâtiment et être sûr qu'il y a personne qui est là. Et petite surprise, c'est en fait une vieille église abandonnée. Ils la décrivent comme un bâtiment trapu, un truc affaissé, avec des planches de bois quasiment noires à cause de l'humidité, de la moisissure. Il y a de la mousse, il y a de la pourriture, bref, c'est clairement vieux et instable. Et ils voient qu'en fait dedans, il y a toujours tous les bancs bien en place et une sorte de petite estrade sur laquelle peut se placer quelqu'un qui parle aux potentiels gens qu'il y a sur les bancs. Bref, Stéphane et Joe, ça leur suffit, ils ont pas voulu non plus rentrer, checker tout en détail, ils retournent à leur campement. La nuit tombe et Joe et Stéphane entendent des bruits en provenance de l'église. C'était sûr, oui, je sais. Tous deux sortent alors de leur hamac et commencent à avancer accroupis vers le haut de la colline pour avoir un visuel sur l'église. Et ils entendent bel et bien un chant. Ils arrivent alors en haut de la colline, ils sont allongés et cette fois il y a malheureusement de la lumière dans l'église. Ils voient ça et ils se disent, c'est quoi ce bordel? Et le chant, c'est un chant effectivement religieux, un chant typique de ce qu'on peut entendre dans des églises, mais c'est dans une autre langue. C'est-à-dire qu'ils ne distinguent aucun mot dans le son, ils reconnaissent rien. Après un petit moment de silence, il y a une voix masculine qui se remet à chanter, juste une voix, et à un moment, tous les gens qui se trouvent dans l'église se mettent à répéter les mots que dit la voix masculine. Un peu comme dans les films, vous savez, quand il y a une secte, il y a des chants, et il y a toujours un leader qui chante, et la foule d'adhérents qui répète ce que dit le leader. Bref, ce petit jeu de ping-pong devient de plus en plus fort, de plus en plus dérangeant, et Stéphane se met les mains sur les oreilles, et finit par dire à Joe, mec, on se casse. Et Joe lui répond, oui, ça tombe bien, parce que là, ils sortent. Et il voit au loin une file de personnes qui se tiennent par la main en file indienne sortir de l'église. Certains d'entre eux ont des lampes torches et ils se mettent à tourner en rond, main dans la main, en chantant, toujours de plus en plus fort. Sauf que ceux qui ont des lampes torches éclairent les environs et éclairent sans faire exprès nos amis Joe et Stéphane. Joe et Stéphane se chient dessus, ils se lèvent et partent en courant en direction de leur campement. Ils rangent leurs affaires en un temps record et ils prennent en sens inverse le chemin qu'ils avaient emprunté la journée d'avant pour retourner là où leurs femmes les avaient déposés. Mais les lumières s'agitent de manière erratique, comme si les personnes qui tenaient les lampes torches les secouaient
dans tous les sens. Et ils réalisent qu'en fait c'est pas que les personnes qui tiennent les lampes torches les secouent dans tous les sens, c'est qu'elles sont en train de courir vers eux. Stéphane et Joe continuent donc à sprinter, à faire des pauses, à sprinter, à faire des pauses, bref, ils rêvent juste de remonter dans la voiture de leur femme. Et après plusieurs minutes, ils arrivent sur une route et ils voient qu'ils ne sont plus suivis, il y a plus de lumière derrière eux. Et ils décident alors à l'aide de leur carte de se rendre dans une petite ville qui se trouvait à 15 minutes de là où ils étaient. Arrivés sur place, ils se rendent à une station-service de la ville ouverte 24 heures sur 24 et ils appellent leur femme pour leur dire « Venez nous chercher, on est à tel endroit, on vient de vivre un truc chelou ». Tout s'est bien passé, leurs femmes sont donc venues les chercher et du coup ils ont raconté l'histoire à leurs proches et leurs proches leur ont dit que c'était sûrement des gamins qui se regroupaient pour se faire peur, pour faire des blagues. Sauf que Joe et Stéphane, ils ont entendu des voix et c'était pas du tout des chants amateurs et des blagues, c'était un truc qui avait l'air très sérieux. Il finit donc en disant qu'il sait pas qui étaient ces gens, il sait pas ce qu'ils foutaient là-bas, mais que c'était le truc le plus putain de flippant qu'il ait vu de toute sa vie. Tout finit bien et donc ça se trouve c'était juste des gens d'une secte en fait qui se rendaient là-bas, qui avaient une sorte de rituel ou juste des fêlés, enfin bref, il sait pas trop et il a pas du tout envie de savoir. Ok. Et nous non plus d'ailleurs. C'est la fin de ce thread d'horreur, je me chie bien dessus. Bon, j'ai pas mis trop de trucs intrusion parce que comme on est tout le temps chez nous en ce moment, c'est pas le moment d'être parano vis-à-vis de ça, je trouve. Hein. Je suis particulièrement sensible à cette mécanique horrible du quand t'as été en contact avec quelqu'un et que t'apprends par la suite que ce quelqu'un avait un vrai problème et était vraiment très dangereux. Je trouve ça vraiment horrible. Tu as ce truc de trahison, c'est horrible. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore ces trois histoires. Les trois personnes vont bien et d'ailleurs dans la première histoire, Mélanie, elle précise que depuis qu'elle a posté sur le forum, elle a reçu beaucoup de soutien de gens. Du coup, elle était hyper contente et voilà, elle a envoyé un message d'amour derrière aux gens. Donc voilà, on finit quand même sur une note positive parce que là on est en PLS. Allez, c'est ciao, c'est bonne nuit, au revoir.